Bonjour Christelle Chéreau, je suis donc neurologue à l'hôpital Henri Mondor. Et je tenais tout d'abord à remercier bien sûr le comité d'organisation de m'avoir proposé donc de présenter ce cas à cette journée, notamment Madame Violaine Planté-Bordeneuve avec qui je travaille. Donc c'est une présentation sans prétention, mais qui illustre bien, je trouve, donc cette journée jusqu'à présent. Donc vous savez tous que l'amylose est une maladie systémique, et donc la nécessité d'être dans nos différentes spécialités sensibilisés à cette pathologie, qu'on soit cardiologue, néphrologue, neurologue, et puis finalement les ORL aussi, les médecins généralistes. Tout ça pour permettre de diagnostiquer le plus précocement possible nos patients, parce que c'est un diagnostic qui n'est pas facile. Parfois, on n'y pense pas toujours, d'autant plus qu'il y a des traitements pour ces patients et donc ils sont importants à leur proposer, surtout chez nous neurologues. Les traitements, c'est important. Voilà. Donc, je vais revenir donc au cas clinique. Alors, donc il s'agit d'un patient âgé de 70 ans. Qui est un patient qui est retraité, ancien cadre en entreprise, qui fume, qui a eu une consommation éthylique chronique, mais sevrée depuis 5 ans. Et dans ses antécédents principaux, on note surtout une hypertension artérielle, il a une trithérapie antihypertensive, une dyslipidémie, et puis des antécédents digestifs, avec un épisode en 2001 de diarrhée chronique qui avait été traité par 5-ASA pendant 1 an et demi. Alors, la première fois qu'on voit ce patient à Henri Mondor, c'est aux urgences. Donc, ce sont des médecins généralistes qui ont eu affaire à lui en premier lieu. Donc, c'est un patient qui est venu parce qu'il a présenté un malaise avec perte de connaissance, pas de prodrome à l'orthostatisme. Donc, à l'examen clinique, ils n'ont rien trouvé de particulier. Ils lui font un ECG lambda qui ne trouve rien de particulier non plus, en tout cas pas de cause pour ce malaise. Et vu les antécédents, vu le traitement, vu que c'est arrivé aussi à l'orthostatisme, il se pose la question de s'il n'y a pas une hypotension orthostatique qui est effectivement confirmée par un test où on prend donc la tension allongée puis debout. Et étant donné les traitements, ils se disent probablement que le traitement antihypertenseur n'est pas adapté. Donc ils renvoient le patient à son généraliste et au cardiologue pour adapter le traitement. Et puis il est aussi fait notion quelque part dans le CRH que le patient a aussi des diarrhées depuis quelques semaines. Donc, entre-temps, le patient présente toujours des diarrhées. Donc, à un moment donné, il est adressé par son généraliste voir un gastro-entérologue, donc à l'hôpital Henri Mondor, et il est hospitalisé en octobre 2017 suite à des diarrhées donc, qui évoluent en fait depuis février 2017 pour faire un bilan de diarrhée chronique. Donc là, il a donc des diarrhées fréquentes, 5 à 6 selles par jour, plutôt diurne, et un retentissement important puisqu'il a perdu 10 à 15 kilos depuis le début des symptômes. Et à côté de ça, il a toujours son hypotension orthostatique. On a arrêté tous ses traitements antihypertenseurs. Elle persiste, elle est très invalidante. Le patient a extrêmement invalidé son périmètre de marche. Il ne peut pas marcher plus de 100 mètres avant de présenter un malaise. Donc les gastro-entérologues l'ont chez eux, ils font leur bilan de gastro-entérologie, un bilan sanguin en particulier, un scanner adeno-pelvien chez ce patient qui a plein de facteurs de risque cardiovasculaire, qui retrouve une sténose du tronc cœliaque, mais la symptomatologie ne leur paraît pas correspondre avec ceci, ce qui est confirmé par le chirurgien vasculaire. Il continue une coloscopie, une diverticulose, des biopsies qui ne retrouvent rien de particulier, quelques remaniements vasculo-exsudatifs, donc ça ne leur suffit pas. On continue avec une fibroscopie digestive qui retrouve des polypes, des biopsies pareilles, sans particulier, une petite gastrite chronique HP négative, mais ça aussi, ça ne suffit pas à expliquer les diarrhées chroniques et le retentissement vraiment majeur sur l'état général. Un fécalogramme qui, lui, donc, confirme qu'il s'agit d'une diarrhée motrice, et une vidéocapsule normale, un temps de transit accéléré, mais par contre, quand même, une stagnation dans l'estomac, malgré l'érythromycine, qui fait penser qu'il y a une gastroparésie. Donc, devant tout ça, ils se disent, on n'a pas retrouvé vraiment de cause lésionnelle digestive à cette diarrhée chronique. Et là, donc, ils se posent, ils se disent, le patient, il a quoi? Il a une diarrhée chronique, il a une gastroparésie, il a aussi une hypotension orthostatique. Est-ce que ce ne serait pas un syndrome dysautonomique? Et donc ça, à ce moment-là, donc ils nous appellent. Et là, je vais examiner le patient. Ils me disent, Christelle, est-ce qu'il n'y a pas finalement des arguments pour une neuropathie, pour une atteinte neurologique de cette dysautonomie? Et effectivement, quand j'examine le patient, on retrouve quoi? On retrouve une hypoesthésie à la piqûre des 4 membres, qui est assez importante, qui remonte jusqu'aux racines aux 4 membres, qui touche le plastron. En plus de ça, le patient se plaint de dysesthésie plantaire. Il a des troubles proprioceptifs mineurs, mais modérés, avec une apalèsie distale d'allure longueur dépendante qui remonte jusqu'au poignet. Et sur le plan moteur, un discret déficit vraiment très distal du releveur du gros orteil coté à 4/5. Donc on fait des examens, on fait un électromyogramme normal, et puis des potentiels évoqués laser qui, eux, sont altérés.
Donc devant tout ça, devant une clinique évocatrice, avec dysautonomie, avec une hypoesthésie algique, et devant les PEL altérés, eh bien, on pose le diagnostic de neuropathie des petites fibres. Donc le patient vient du coup chez nous en neurologie, et puis donc on fait notre travail de neurologue. On a une neuropathie des petites fibres. On a un patient qui a un tableau dysautonomique majeur, et finalement c'est assez facile puisqu'il n'y a pas beaucoup de causes de neuropathie des petites fibres avec dysautonomie. Il y en a essentiellement deux les plus importantes, le diabète et l'amylose. Donc le diabète, l'hémoglobine glyquée est normale. On lui a fait aussi, en neurologie, on fait des tests d'hyperglycémie provoquée orale, car l'intolérance au glucose peut être associée à des neuropathies. Donc là, pas d'argument pour une intolérance au glucose. Donc il nous reste l'amylose. Donc dans ce cas-là, on a fait, comme vous faites aussi, des biopsies. Donc on en a fait un peu partout, biopsie des glandes salivaires accessoires, facile à faire, d'accès, des biopsies cutanées aussi, très simples. Et puis on a profité pour demander à relire les biopsies qui ont été faites en gastro-entérologie, donc duodénale et entrale, et on demande une coloration du rouge Congo. Et là, jackpot, on retrouve de l'amylose partout, dans les biopsies des glandes salivaires accessoires, dans les biopsies cutanées et les biopsies digestives. Donc ce qui démontre bien que l'amylose, c'est bien systémique. Alors, maintenant qu'on a démontré que c'était une neuropathie des petites fibres avec une amylose, en rapport avec une amylose, donc quel type d'amylose vont donner une atteinte neuropathique? En plus, il faut savoir aussi que la neuropathie était au premier plan chez ce patient. Donc là, c'est un tableau que j'ai repris d'un article de Palladini. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a donc deux principales causes, en tout cas parmi les plus fréquentes, de neuropathie des petites fibres avec atteinte dysautonomique. Donc, en premier lieu, l'amylose à chaîne légère et l'amylose héréditaire à transthyrétine. Ce qu'il faut aussi noter, qui n'a pas été mis en évidence ici, c'est que parmi les amyloses d'ordre génétique, il y a aussi l'amylose héréditaire par mutation de la polypoprotéine et aussi l'amylose héréditaire à la gelzoline qui peuvent donner des neuropathies, mais c'est beaucoup moins fréquent. Donc on va surtout chercher dans un premier temps une amylose AL ou TTR. Alors, est-ce qu'on a des arguments pour l'amylose TTR chez ce patient? Donc, nous, on peut faire très rapidement une analyse génétique. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a eu le résultat très rapidement qui est revenu négatif. On avait aussi recherché des arguments pour d'autres atteintes extra-neurologiques, donc notamment cardiaques, avec une scintigraphie myocardique osseuse qui ne trouvait pas de fixation, donc qui ne mettait pas d'argument pour une atteinte cardiaque dans le cadre d'une amylose TTR génétique. Alors, est-ce que finalement c'est une amylose AL? Eh bien oui. Le dosage des chaînes légères libres sériques retrouve donc une augmentation des chaînes lambda avec une électrophorèse des protéines plasmatiques qui est normale. Et là, pas d'atteinte rénale chez ce patient, ce qui est quand même assez atypique. On a appelé bien évidemment nos confrères hématologues qui ont fait un myélogramme qui ne serait pas d'argument non plus pour un myélome. Donc finalement, ce patient présente une neuropathie des petites fibres en rapport avec une amylose AL. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce cas? C'est que donc, la neuropathie amyloïde, ce n'est pas un diagnostic facile à poser, puisque déjà, cliniquement, le patient a présenté des symptômes qui ne sont pas forcément spécifiques devant la dysautonomie, des diarrhées chroniques, ça ne va pas penser en premier lieu à atteinte du système nerveux autonome, présenter parfois aussi des troubles vésico-sphinctériens, des troubles érectiles, enfin tout ce qui est de cortège de signes dysautonomiques. Et puis au niveau de la sensibilité, c'est une sensibilité bien particulière qui va être touchée au début, c'est-à-dire la sensibilité agique et thermique. Donc, quand on fait un examen neurologique, on va dire tout venant, on ne peut ne pas mettre en évidence ces anomalies-là, et c'est important de vraiment, chez les patients, tester la piqûre. S'il sent la piqûre, c'est pas très agréable, il faut tester tout le tégument, savoir s'il sent le chaud, savoir s'il sent le froid, et éventuellement demander, si on ne sait pas, à un neurologue d'examiner le patient si on a un doute clinique. Donc une fois qu'on a fait le diagnostic de neuropathie amyloïde, finalement il y a deux grandes causes d'amylose à l'origine de neuropathie. Donc l'amylose primaire AL. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que l'évolution est rapide. En quelques mois, le patient va se dégrader. En général, on dit que ça touche effectivement de façon prépondérante le rein et le cœur, mais aussi le système nerveux périphérique et le système digestif. Ce qui est finalement pas typique dans notre cas, puisqu'il n'est ni d'atteinte cardiaque ni atteinte rénale, mais une atteinte du système nerveux périphérique au premier plan. Donc devant une neuropathie, sans autre signe pour une atteinte rénale ou cardiaque, il faut aussi rechercher une amylose AL et ne pas l'exclure. Enfin, le deuxième type de neuropathie amyloïde, donc la neuropathie amyloïde génétique, là ici on va avoir une évolution beaucoup plus lente qui va se faire sur plusieurs années avec bien évidemment une atteinte au premier plan neurologique périphérique ou cardiaque, mais aussi parfois une atteinte ophtalmo et rénale.
Donc, quels sont les messages qu'il faut retenir de ce cas clinique? C'est que la neuropathie amyloïde, il faut y penser chez quelqu'un qui a donc une dysautonomie, des troubles de la sensibilité thermoalgique. Si le MG est normal, il ne faut pas exclure le diagnostic parce que l'électromyogramme va simplement regarder les grosses fibres nerveuses et donc ne permettra pas de mettre en évidence une atteinte des petites fibres. Si vous avez la possibilité de faire des potentiels évoqués laser, je sais que ce n'est pas le cas dans tous les centres, mais ça peut vous donner effectivement des arguments aussi pour une atteinte des petites fibres. Enfin, devant une neuropathie des petites fibres avec dysautonomie, donc il n'y a pas beaucoup de causes à retenir. C'est 1, le diabète, le plus fréquent, 2, l'amylose plus rare, mais dont l'évolution est fatale, avec l'amylose AL, une évolution très rapide, et TTR qui est plus lente, et la nécessité de diagnostiquer rapidement, donc de faire des biopsies. Donc chez notre patient d'emblée, elles étaient toutes positives, mais parfois elles peuvent être négatives dans un premier temps, donc c'est important de les répéter si on a une suspicion diagnostique forte, afin de pouvoir diagnostiquer le plus vite le patient, puisqu'il y a des traitements qu'il va falloir vite mettre en place afin de limiter l'évolution du patient. Voilà. Donc, merci de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des réactions face à ce cas clinique? Et est-ce qu'on peut voir des atteintes dans les amyloses séniles? Des atteintes neuropathiques dans l'amylose sénile? Alors, non, pas liées à l'amylose, pas de mon... Enfin, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais pas de mon expérience. Après, c'est des personnes âgées, donc parfois, mais non. Bien, je vous propose de conclure. Merci à tous.